Voilà. Bien. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Nicolas Chibaïev, je suis directeur des archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et nous sommes, la direction est très heureuse de vous accueillir à cette présentation d'ouvrage qui va vous être introduite d'abord par David Bertolotti, qui est secrétaire général adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je laisserai le soin à l'animateur de la table ronde, qui est Jean-Pierre Batte, qui est archiviste, paléographe, historien, et actuellement chargé de mission auprès de la directrice générale de la mondialisation au ministère, fin connaisseur de la politique africaine de la France, et en particulier des fonds Jacques Faucard, dont il a eu la charge, je crois, Jean-Pierre, vous étiez aux Archives nationales, et qui animera donc la séance. Mais tout d'abord, David, à toi. Mesdames et messieurs les membres de l'Institut, chers professeurs, chers collègues, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être présents cette fin d'après-midi ou début de soirée pour la présentation de la dernière parution de la collection Diplomatie et Histoire, qui, depuis 1998, maintenant, plus d'un quart de siècle, publie des travaux scientifiques portant sur les relations internationales et l'activité diplomatique. Les publications éditées, et c'est l'une des singularités de cette collection, reposent pour l'essentiel sur l'étude des fonds d'archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que j'ai plaisir à représenter ce soir. Et cette collection compte déjà près d'une trentaine de titres qui couvrent un large éventail de sujets et de formats, des biographies comme celle du diplomate Henri Hoppenot, des éditions de textes d'archives comme le journal de voyage du cardinal de Mazarin allant faire la paix des Pyrénées, ou encore des ouvrages sur les relations internationales comme celui sur la politique de la France à l'égard de l'Espagne de 45 à 55. C'est donc une collection qui constitue une contribution significative à la recherche sur la diplomatie et les relations internationales, tout en s'inscrivant dans une démarche de ce que j'appellerais la science ouverte, car les publications sont en effet consultables librement sur la page dédiée, page internet dédiée de la direction des archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est d'ailleurs dans ce même esprit qu'a été conçue la bibliothèque numérique des centres des archives diplomatiques de la Courneuve et de Nantes. Ce portail donne accès, depuis 2018 maintenant, à des reproductions numériques de documents patrimoniaux conservés aux archives diplomatiques et à la BNF notamment. Et elle offre également la consultation dans ces pages de médiation des articles originaux et des sélections raisonnées de documents. Mais pour en venir à l'ouvrage qui nous intéresse ce soir, donc les diplomaties euro-africaines à l'heure des indépendances, c'est le résultat d'une collaboration assez exceptionnelle entre 22 auteurs, archivistes, cartographes, historiens. Il a été coordonné par les professeurs Potier, Migani, Messaoudi et Catala, et accompagné par la direction des archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La genèse de ce livre remonte au colloque international après les indépendances africaines, nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, nouvelle diplomatie, qui s'était tenu en novembre 2022, conjointement à l'Institut d'études avancées à Nantes et au Centre des archives diplomatiques à La Courneuve. Ce colloque était destiné à faire un bilan historiographique et à lancer de nouvelles pistes de recherche. Et pour cela, il faisait une large part à la présentation et à l'évaluation critique des sources et de leurs lacunes éventuelles. Son enjeu était de mettre en évidence, tout particulièrement pour l'histoire de l'Afrique,
les complémentarités et l'intérêt de ressources archivistiques méconnues, accessibles, mais encore peu exploitées. Notamment, bien sûr, celle du ministère des Affaires étrangères, dont plusieurs ensembles ont été récemment inventoriés. Le colloque initial, tout comme l'ouvrage, donc, qui en est la prolongation, illustre le partenariat ambitieux entre les milieux de la recherche et notre ministère, que nous construisons patiemment depuis plusieurs années, pas dire depuis toujours, non seulement avec la direction des archives, au premier chef, mais aussi avec notre nouvelle académie diplomatique et consulaire, ou encore autour de notre think tank maison, le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, le CAPS. L'ouvrage qui est présenté ce soir s'inscrit dans une approche renouvelée de l'histoire des relations internationales en analysant les diplomaties euro-africaines depuis l'Afrique. Et au risque de surprendre peut-être les archives diplomatiques, loin de proposer un recueil exclusif de documents officiels reflétant l'unique point de vue de l'État, du gouvernement français, dispose de documents susceptibles d'apporter de multiples points de vue sur les faits historiques étudiés, grâce à la diversité des institutions dont elles émanent, mais aussi parce qu'elles contiennent bon nombre d'archives produites en Afrique par des acteurs locaux. Et donc les archives africaines, entre guillemets, de la France sont un peu, je dirais, un kaléidoscope administratif. Et d'ailleurs, comme l'écrivent dès le premier chapitre Agnès Moinet-Lemaine, Sarah Clinet et Éric Le Chevalier, aborder les documents conservés sur les deux sites de la Courneuve et de Nantes, c'est explorer un ensemble de fonds qui déborde largement du strict cadre des relations diplomatiques, mais qui est aussi loin d'englober tous les aspects de celles-ci. Les diplomaties euro-africaines dont il est question dans cet ouvrage sont situées quelques décennies avant la mondialisation, mais pour autant l'ouvrage ne fige pas la question des indépendances africaines dans une réalité historique qui peut apparaître aujourd'hui lointaine, puisque le propos des auteurs continue en effet jusque dans les années 90, s'agissant de la transition démocratique en Afrique du Sud, et en particulier le récit de la première visite ministérielle en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid, qui m'a personnellement remis en mémoire des choses que j'avais un peu oubliées, car j'étais d'ailleurs encore jeune pour les avoir totalement connues, en toute connaissance de cause. Ces processus d'indépendance, donc, et de lutte contre l'apartheid aussi, donc, comme je le disais, ont été marqués par des conflits militaires, politiques et sociaux, et se traduisent par des changements significatifs, non seulement dans les sociétés des pays concernés, mais aussi tout simplement dans les relations internationales elles-mêmes. Et donc, à ce titre, le phénomène des indépendances africaines est un tournant majeur de l'histoire contemporaine qui fait plus que redéfinir la relation entre les pays africains et les anciennes puissances coloniales, mais qui influence aussi plus largement les dynamiques géopolitiques mondiales sur le temps long. L'ouvrage dévoile aussi plusieurs ensembles documentaires récemment inventoriés et ouverts à la recherche sur l'histoire des relations internationales et l'histoire de l'Afrique, comme les archives des missions de coopération et d'action culturelle. Et il se livre aussi à une géographie de la politique étrangère française à travers le décompte des traités dont la France est dépositaire, avec une carte associée d'ailleurs comme outil visuel. Enfin, je voudrais souligner ce soir pour vous que la parution de cet ouvrage illustre la volonté de mon ministère de faire de la direction des archives une direction de dialogue avec les courants les plus actuels de la recherche
dans un esprit de transparence et de coopération. Et en cela, elle rejoint une autre initiative lancée par le ministère en 2024, après un certain temps de maturation et de consultation des milieux de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est celle de la création du nouveau groupe d'experts scientifiques qui porte le nom de Paulette Enjaleran, archiviste paléographe, diplômée des langues orientales et première femme adjointe au directeur des archives d'après-guerre, dont l'action de mise au jour et de reconstitution de nombreux fonds d'archives sinistrés dans plusieurs pays a ancré la direction des archives dans son temps. Ce groupe, donc, qui est constitué de représentants de l'administration engagés dans l'action diplomatique d'aujourd'hui, d'institutions patrimoniales et de chercheurs, français comme étrangers, a pour vocation de travailler sur un mode participatif et ouvert à la redéfinition des politiques de diffusion qui sont essentielles à notre institution. Et ce faisant, 3 chantiers ont été ouverts auxquels participent les membres du groupe d'experts. La poursuite de l'édition des documents diplomatiques français sous une forme modernisée, tout d'abord. La lisibilité de notre politique éditoriale de vulgarisation scientifique, ensuite. Et les choix qui guident l'accélération de l'ouverture des fonds. C'est très important pour permettre l'accès de toutes et tous à l'histoire des sociétés et des États et faire l'histoire de nos politiques. De cette manière, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'emploie à développer et à structurer un dialogue que j'espère fécond avec le monde de l'université et de la recherche. Cela prendra aussi la forme de l'organisation de colloques, mais donc l'animation du groupe d'experts Paulette Enjaleran, avec la coédition d'ouvrages, la collection donc Diplomatie et Histoire, dont je vous invite à découvrir la dernière parution. Tout cela est un peu le signe de notre politique en faveur de la recherche et de sa diffusion. Et ayant dit cela, je vais donc me joindre à vous pour écouter nos intervenants de ce soir avec la plus grande attention et en les remerciant encore pour le travail qu'ils ont donné. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général adjoint, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est un honneur pour moi, évidemment, avec la trajectoire que j'ai eue, de pouvoir dialoguer avec vous et avec nos 2 invités. Donc, à ma gauche, Agnès Chablamello, qui est archiviste paléographe, donc il y en a beaucoup, vous l'aurez compris, c'est l'école des chartes, conservatrice générale du patrimoine et chef du Centre des archives diplomatiques de Nantes, et qui a, au-delà de ce travail, précédemment co-dirigé l'ouvrage « La France et le monde méditerranéen, 5 siècles d'histoire au travers des archives diplomatiques » paru en 2022. Et puis à ma droite, Guyane Igani, qui est historienne italo-française, puisqu'elle a fait sa thèse à Florence et à Sciences Po sous la direction de Maurice Weiss, un historique ami des archives diplomatiques, des archives en général. Et ces travaux, de manière très originale, ont commencé d'abord sur l'angle européen, avec la question de la décolonisation, non pas dans un tête-à-tête français et notre pays, mais européen, avec immédiatement la question économique, la coopération, la communauté économique européenne et toute la coopération qui a abouti aujourd'hui sur des travaux sur l'OCDE, et donc des enjeux extrêmement modernes, on pourra revenir dessus. Pour les archives de Nantes, en fait, c'est une double histoire. Hein. C'est les archives rapatriées, comme vous le savez, des postes diplomatiques qui arrivent à Nantes. C'est aussi 60 ans, donc le retard, l'histoire a une certaine ironie, puisque nous fêtons les 60 ans de la présence du ministère à Nantes depuis 1966. Et donc c'est une forme de clin d'œil de nous retrouver dans cette mise en abîme avec les archives et cette présence. Et puis, deuxièmement, certains collègues l'ont largement fréquenté ici ou à l'UNESCO avec Adama, le fait que les archives sont désormais au cœur du dialogue diplomatique entre la France et l'Afrique, et les Afriques. Voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a plus de tabou, c'est vraiment un sujet, je le dis parce qu'en 2015, quand on a fait l'ouverture des archives du fonds Focard, il y avait encore la main tremblante et le blême. 10 ans plus tard, il est quand même très agréable de voir que ce dialogue se fait de manière beaucoup plus apaisée et sereine, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, parce que
et c'est la vertu des diplomates, c'est quand même de réussir à créer un cadre de dialogue. Alors pour cela, eh bien, on va voyager avec vous autour de 3 questions qu'on va poser à nos invités, qui ensuite permettront de vous ouvrir la parole. La première question, très simplement, c'est la genèse du projet du point de vue de l'archiviste et du point de vue de l'historienne. Merci, bonsoir à tous. Donc l'idée du colloque dans un premier temps et ensuite de l'ouvrage est née des échanges que nous avons pu avoir au Centre des archives diplomatiques de Nantes avec nos collègues de Nantes Université et particulièrement du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique avec lequel nous avons un partenariat de longue date. Et donc c'est avec Michel Catala et Céline Potier que l'idée de ces journées d'études ont mûri en 2019, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était encore dans la perspective de la célébration des 60 ans des indépendances, mais le Covid est passé par là, et donc les journées d'études n'ont finalement eu lieu qu'en 2022. Entre-temps, donc, le comité d'organisation s'était élargi, donc avec Guilla qui nous avait rejoint, ainsi que nos collègues du Centre des archives diplomatiques de la Courneuve. L'objectif pour la direction des archives de ce projet, c'était de mettre en valeur effectivement des travaux de traitement de nos archives qui étaient aboutis dans les années précédentes, aussi bien à Nantes qu'à la Courneuve. Donc comme cela a été dit, effectivement, à Nantes, nous avons bien progressé au cours des dernières années dans le traitement des archives des missions de coopération et d'action culturelle, donc des archives qui avaient été rapatriées au moment où ces missions ont été intégrées, ces missions sont passées au service de coopération et d'action culturelle du ministère des Affaires étrangères, après avoir été donc, le réseau du ministère de la Coopération. Et donc ces archives représentent près de 2 km linéaires d'archives, rapatriées souvent dans l'urgence, peu classées, et donc un travail considérable, mais qui petit à petit aboutit et permet la mise à disposition de documents extrêmement variés sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. À la Courneuve également venait de s'achever le traitement du fonds du bureau Togo-Cameroun, qui a été mis à disposition des chercheurs en début 2018, et le traitement de ce fonds avait été initié suite à l'appel lancé par le président Hollande en juillet 2015 à Yaoundé pour l'ouverture des archives. Donc là aussi, un travail de classement de ces archives, mais également de déclassification, puisque là on était encore avant la loi de 2021, du 31 juillet 2021, donc aussi tout cet aspect du travail. Voilà, donc ce que l'on souhaitait effectivement, c'était vraiment présenter plus avancé ces archives qui étaient encore largement inédites et qui, à notre sens, ouvraient toutes sortes de perspectives de recherche. Merci beaucoup. Remerciements très rapides aussi aux archives pour avoir lancé ces partenariats et aussi pour avoir organisé cette présentation. Donc je prends la suite de ce qu'Agnès vient de dire pour vous expliquer comment, du point de vue des historiens, des chercheurs, en fait, nous on souhaitait donc prendre l'occasion de ces colloques pour montrer comment on pouvait multiplier les points de vue, les analyses pour exploiter ces archives. Et donc on a pensé un colloque avec une série de sessions. La première articulée sur les bilatérales, sur les franco-africains, mais paquet. Paquet parce qu'ensuite il y a eu aussi une session qui revenait en fait sur les contraintes de la guerre froide, mais comment la guerre froide pouvait aussi offrir des opportunités. Il y avait une session sur les rôles joués par les questions africaines dans les organisations internationales. Il y avait une session sur l'émergence de cette nouvelle diplomatie africaine sur la scène internationale. Et évidemment, il y avait une session sur l'espace euro-africain, sur la communauté économique européenne et sur les questions économiques. Donc, on voulait un peu valoriser comme, sans être forcément un historien, un africaniste ou un historien de relations franco-africaines, les archives diplomatiques sur l'Afrique peuvent quand même offrir des points de vue importants
et peuvent évidemment entrer en discussion, en résonance, en échange, ça il faut le dire toujours, avec d'autres archives, et peuvent apporter donc des pistes de recherche, de réflexion très intéressantes, parce qu'effectivement il y a une multiplicité de ressources là-dedans. En fait. Il n'y a pas que des dépêches diplomatiques, mais il y a des ressources de presse, etc., comme on a entendu, parce que ces sessions ont été alternées avec des sessions de présentation des fonds, et donc on a pu entendre la richesse et la diversité des archives. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, un des enjeux, c'est que le diplomate, l'historien, parfois le journaliste, n'utilisent pas du tout de la même façon, c'est une évidence, les archives. En gros, on dit qu'il y a 3 âges, hein. L'âge de la production, l'âge intermédiaire et l'âge de la conservation ou âge historique. C'est une vieille théorie d'archives, ces 3 âges. Et on se retrouve aujourd'hui, nous-mêmes, diplomates, à exploiter le travail de nos anciens, à le redécouvrir de cette manière, un peu comme les historiens, ce qui fait qu'il y a un rôle d'interprète assez important et qui va, on le disait sur la variété des fonds, à l'encontre un peu de nos intuitions. À croire que le diplomate aurait été dans un regard borné, enfermé dans sa consigne, et on s'aperçoit, à vous écouter, que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus large. Ce qui pose une deuxième question, c'est que, premièrement, c'est un travail en équipe. Je rappelle qu'un travail d'histoire se fait d'abord par l'activité des archivistes, pas d'historien sans archiviste qui a travaillé dans le silence ou dans un caractère invisible avant. Deuxièmement, c'est toujours collectif, il n'y a pas que le conservateur, il y a toute une équipe. Et troisièmement, comment on fait pour articuler des groupes de chercheurs là-dessus? Alors, il y a la géographie nantaise, mais peut-être on va revenir un peu plus sur cette question, c'est l'usage des archives diplomatiques qui a été fait par les équipes de chercheurs sous cet aspect collectif, ainsi que les archivistes. Alors, parmi les travaux qui sont publiés dans ce volume, j'en retiendrai 3 qui réinterrogent les sources traditionnellement exploitées pour l'écriture des relations internationales et qui montrent effectivement cette diversité du contenu des fonds. On définit trop rapidement archives des postes, mais à l'intérieur des archives des postes, on a une énorme variété de types de dossiers qui effectivement sont mis à disposition par toutes les équipes d'archivistes qui travaillent, et même en amont, nos collègues qui sont dans les postes et qui préparent cette exploitation et ce classement des archives avant même leur rapatriement. Parmi donc je retiendrai donc un article d'ailleurs dont il a déjà été question, celui de Luque Iokoli, sur la normalisation de la coopération franco-sud-africaine en 1990-1991, qui consacre un paragraphe d'ailleurs à archives diplomatiques et utilité scientifique. Donc il s'interroge sur l'utilisation qu'il fait lui-même de ces archives, et en soulignant la variété des documents originaux consultés dans les fonds d'archives de l'ambassade de France en Afrique du Sud. Il s'appuie notamment sur le dossier de visite de la mission de Dominique Strauss-Kahn en 1991, dossier de visite dont il relève l'importance par le contenu des entretiens qu'on va retrouver, le bilan également de cette visite, mais aussi il s'appuie sur les archives du conseiller économique et commercial que l'on retrouve également dans ces archives des postes, qui a préparé les réunions qui ont lieu durant cette visite, qui a également eu des contacts avec tous les acteurs économiques sud-africains et qui a proposé des axes de coopération. Et donc la richesse, la précision des dossiers permettent donc une approche même du contexte psychologique, c'est ce que nous dit M. Iokoli dans son article, un suivi au jour le jour, et également une connaissance très fine du contexte économique sud-africain pour un approfondissement de l'étude de la relation bilatérale au lendemain de la sortie de l'apartheid. Autre exemple des usages qui ont été faits par ces chercheurs d'archives conservées dans nos centres des archives diplomatiques, 2 articles qui abordent l'histoire de l'Algérie au lendemain de l'indépendance. Un article d'Amar Mandamer sur l'année 1962 et un article d'Éric Le Chevalier sur les diplomaties du Nord en Algérie dans les années 1960. Donc les sources mobilisées sont connues. Ce sont d'une part les archives du ministère puis secrétariat d'État aux affaires algériennes, qui en 1966 est intégré au ministère
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, raison pour laquelle elles sont aujourd'hui conservées à la Courneuve, et également les archives de l'ambassade de France en Algérie, là aussi récemment classés, et qui sont un des fonds majeurs conservés au CADN, surtout si on ajoute également les fonds des consulats, puisque au lendemain de l'indépendance, c'est plus d'une trentaine de consulats français qui sont installés en Algérie. Donc on a vraiment les ressources qui sont qualifiées dans l'ouvrage de pléthorique concernant l'Algérie. Amar Mandamer, au travers de ses archives, étudie l'émergence des nouvelles institutions algériennes et françaises, analyse également les relations franco-algériennes, la stratégie des nouveaux acteurs, mais également observe comment, en arrière-plan, se dessine le processus de mise en place de l'État algérien et son rapport à l'influence politique et militaire de la France. Donc on va bien au-delà de la simple et de la seule étude de la relation bilatérale pour véritablement étudier donc, cette mise en place de l'État algérien. Éric Le Chevalier, de son côté, au travers toujours des archives de l'ambassade, étudie les stratégies d'influence développées en Algérie par les USA, l'URSS, la Bulgarie, l'Allemagne et bien sûr la France. Et donc là aussi, au-delà de la relation bilatérale, il montre comment les archives des postes permettent une étude de la place de l'Algérie nouvellement indépendante sur la scène internationale dans le contexte de la guerre froide, avec une multitude de points de vue que l'on peut observer au travers des archives de l'ambassade. Et effectivement, comme on disait, bien sûr, toutes ces études soulignent également le besoin de croiser les archives diplomatiques avec les archives nationales françaises des autres services historiques de la défense, archives nationales, archives de la présidence, et bien sûr également les archives étrangères des pays concernés. Alors, de mon côté, je peux ajouter que, de notre point de vue, il était quand même important de faire une présentation des fonds pour les historiens. Tous les historiens étrangers, n'est pas évident de s'orienter dans les différents fonds et de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on retrouve à Paris, qu'est-ce qu'on retrouve à Nantes et qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc ça, c'est un premier objectif très utilitariste auquel je pense cet ouvrage répond bien pour l'état des sources actuellement. Ensuite, il y avait, comme je disais, cette idée de montrer qu'on peut faire l'histoire des diplomaties européennes vers l'Afrique, mais aussi celle des diplomaties africaines, qui ne concernent pas l'Europe, en fait. Par exemple, l'article d'Adrien Delmain, il disait, parlait sur le panafricanisme du Maroc, au moment de l'indépendance, à la période de transition de l'indépendance, le montre très bien. Ensuite, on peut aussi avoir, et ça on l'a vu plus dans les colloques, à partir de ces sources gardées aux archives diplomatiques à la Courneuve ou à Nantes, on peut faire une histoire sociale du politique, voire une histoire nationale très locale. Ophélie Rion et Françoise Blum ont expliqué comment les archives diplomatiques ont été extrêmement précieux pour analyser les mouvements révolutionnaires à Madagascar et au Mali. Enfin, oui, l'importance toujours de croiser ces sources. Je pense que c'est quelque chose que tous les contributeurs à cet ouvrage et au colloque l'ont fait. Ils montrent comment ces sources peuvent entrer en dialogue avec, oui, les archives nationales, avec certaines archives privées, avec des archives situées en Afrique, avec des archives d'organisations internationales comme la Communauté européenne, voire l'EGAT pour la dernière communication. Alors, on est un peu frappé, c'est peut-être pas évident pour vous, mais pendant, disons, le dernier quart du XXe siècle et le début du XXIe siècle, on était vraiment dans un tête-à-tête entre la France et l'ancien pays colonisé, entre l'ancien colonisateur. Là, ce qui est frappant dans votre ouvrage, quand même, c'est qu'immédiatement, on sort d'une addition de relations bilatérales pour essayer de comprendre une équation multilatérale, équation dans laquelle la France n'est pas le seul métronome de ces diplomaties africaines naissantes. C'est l'occasion de rappeler quand même la richesse du personnel diplomatique africain. Alors moi j'ai un nom qui me vient en tête parce que c'est un personnage qui a été central dans l'histoire du Gabon, mais Georges Rawiri est quand même l'ambassadeur du Gabon à Paris,
au moment du décès de Léon Bas. C'est lui qui devient le numéro 2 de l'État gabonais tout au long du régime d'Omar Bongo. Et tout le monde sait que c'est sa disparition qui annonce la fin du régime d'Omar Bongo. Les diplomates africains ont un rôle assez central, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de sortir de ce tête-à-tête qu'on a très longtemps vu pour voir ces agendas. Alors ils peuvent être aussi alternatifs, avec, comme ça a été montré par Adrien Delmas, la question du panafricanisme, de là où il se situe, de comment on réagit face à cette question post-coloniale, non pas par rapport à l'ancien colonisateur, mais par rapport aux nouveaux projets qui émergent. Et c'est ça qui est assez frappant quand on lit votre ouvrage, c'est la sortie de ce tête-à-tête dans lequel on a tendance un peu à aller se réfugier pour se rassurer, trouver ses repères. Et on voit que la réalité est beaucoup plus riche, dense, et qu'on la voit, c'est le paradoxe, depuis ces archives diplomatiques. Alors, du coup, quelles sont un peu les principales conclusions archivistiques et puis historiques qu'on peut sortir, alors historique, historiographique peut-être, ces nouvelles perspectives qu'on peut retenir de l'ouvrage et à partir de là peut-être projeter pour la suite des travaux pour essayer de penser autrement cette nouvelle façon d'écrire l'histoire des diplomaties euro-africaines. Je pense que bon, sur le plan archivistique, la première chose, effectivement, je pense pour nous, la satisfaction, c'était de pouvoir proposer ce panorama à la fois institutionnel, présenter vraiment la genèse de la production de ces archives, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour mieux les comprendre, et ça a été vraiment le travail de tous les collègues, tous les responsables de fond, de présenter chacun leur domaine. Je pense qu'à l'arrivée, donc les articles de l'ouvrage consacrés aux archives, on dresse un panorama qui permet de mieux inscrire donc, les archives diplomatiques parmi les sources exploitables donc, pour écrire l'histoire postcoloniale de la France, mais aussi celle des pays colonisés. Donc en les plaçant donc, dans leur contexte institutionnel de production et en soulignant la diversité à la fois de ces producteurs comme des typologies documentaires. Au travers des archives des postes, mais aussi au travers des fonds privés, des témoignages oraux qui ont été présentés au cours de ces journées, qui sont présentés également dans l'ouvrage. Il en est fait possible d'approcher les acteurs de la diplomatie dans toute leur diversité. Je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qui apparaît au travers de ces contributions. Les acteurs français, qu'ils soient diplomates, coopérants, militaires, journalistes, experts, mais aussi leurs interlocuteurs. Et ça, effectivement, au travers des correspondances entre les services diplomatiques et les autorités nationales, au travers de tous les comptes rendus d'entretien qu'on peut trouver dans les archives des postes, ou même dans la conduite des projets, notamment pour tout ce qui concerne les archives de la coopération, on voit comme ça se dessiner toute une diversité d'acteurs français et africains. Au travers des archives de la coopération, donc c'est la création des nouveaux États qui peut être étudiée même sur le terrain par le biais des archives des missions de coopération et au travers de projets qui touchent absolument tous les domaines. On a aussi bien des projets d'appui au processus électoral, à l'organisation des ministères, des projets qui vont toucher bien sûr beaucoup l'urbanisme, l'infrastructure, l'environnement, le développement rural, des projets qui touchent à l'enseignement, à la santé, au développement social, donc vraiment une très très large palette de sujets qui ensuite pourront, je pense, servir de base pour des études dans des domaines extrêmement variés qui sortent effectivement du seul domaine des relations internationales. Par la bibliothèque de la coopération, mais aussi dans bien des fonds d'archives, on a également accès, je crois que ça a déjà été dit, mais à des sources produites en Afrique par les acteurs locaux. C'est la presse, c'est la littérature grise, qu'on va retrouver en grande partie dans la bibliothèque de la coopération, des tracts, des écrits de toutes sortes qui se retrouvent dans ces fonds d'archives. Au-delà de ces journées, de ces ouvrages, je pense que c'est un élan qui a été donné pour nous, archivistes aussi, pour poursuivre ce travail, parce qu'effectivement, il était
extrêmement satisfaisant de voir cet intérêt pour des fonds dont certains avaient été jusqu'ici vraiment très peu étudiés. Donc voilà, ça a soutenu le travail qui se poursuit toujours sur les classements des fonds des missions de coopération et d'accès culturel. Le travail également sur les accords franco-africains pour leur mise en ligne s'est poursuivi donc, depuis 2022 et donc arrive à son achèvement. Et puis cela a été également un élan pour lancer le traitement d'autres fonds, donc notamment celui du ministère de la Coopération, donc la partie administration centrale, donc qui se trouve conservée à la Courneuve pour la partie postérieure à 1983, donc pour lesquelles on a encore un gros travail de traitement, mais voilà, qui a été lancé à la suite de ces travaux. Ça nous a également inspiré l'idée de développer la collecte de fonds privés, notamment là, très récemment, c'est le fonds d'un coopérant que nous avons eu l'occasion de prendre en charge. Voilà, cet axe de collecte est né là aussi des échanges que nous avons pu avoir avec les historiens que nous avons rencontrés à l'occasion de ces 2 journées. Merci, je pense que c'est peut-être en fait, si vous écoutez, une forme d'évidence, mais c'est un travail assez titanesque qui a été entrepris par la direction des archives, et en fait on ne connaît pas a priori nos fonds. Donc il y a tout un travail de redécouverte, de classement, de raisonnement en fait pour restituer évidemment les procédures de travail des années 60, 70, 80, les acteurs qui sont absolument pas évidents. Vous savez que les mémoires administratives, on les estime à 20 ans. Il y a un nettoyage de la mémoire administrative parce que c'est humain, c'est comme ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a l'expérience personnelle, la mémoire des aînés dans vos ambassades ou dans vos environnements professionnels. Et puis, il y a un 3e temps qu'on est en train de redécouvrir. Et je pense que c'est beaucoup plus révolutionnaire parce que c'est silencieux. C'est le moment où on est capable de re-regarder à nouveau nous-mêmes notre propre fonctionnement et notre propre passé. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus... je reprends le terme que vous avez utilisé, c'est un vrai kaléidoscope. C'est pas du tout l'évidence et le trait continu qu'on imagine dans notre esprit de 1960 à nos jours. C'est quelque chose qui a évolué en permanence avec des débuts, des fins. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le volume des archives. Quand on vous dit 2 km, pour que ce soit très clair pour tout le monde, parce qu'à l'heure du numérique, aujourd'hui, on parle en tétra, en gigaoctets, c'est en fait, on mesure juste l'épaisseur des feuilles. Mise dans des cartons, je vous l'accorde. Mais en fait, 2 km, c'est pas 2 km posés par terre, c'est une densité d'épaisseur de 2 km. C'est énorme. On peut en devenir à moitié fou quand on pense. Mais je note que le CLDN et la Courneuve ont survécu. Merci beaucoup. Alors, de mon côté, sur les conclusions, je voudrais dire peut-être que ces livres contribuent, je pense, à la discussion sur la question entre archives et souveraineté, parce que ça vient dans certains des articles, notamment sur celui sur les archives du Maroc pour la période qui précède en fait l'indépendance. Mais il y a aussi des contributions qui permettent un peu de rediscuter sur les liens entre archives et post-coloniales, notamment à travers la contribution d'Aline Pigon sur la photothèque. Là, il y a des échanges photographiques entre les diplomates en Afrique, mais aussi des photographes africains en France, sur les regards qu'ils portent, en fait, sur quelle Afrique est présentée dans ces expositions photographiques. Mais je peux revenir aussi sur l'article déjà mentionné d'Amar Amer, sur les anxiétés aussi, je dirais, déjà en année, premier ambassadeur d'Algérie, ça transpirait très bien, en fait, sur cette panorama très complexe et très composite de l'Algérie. Et enfin aussi, je dirais, sur l'intervention orale de Kako Nobupku sur la Dzonfran. Donc, il avait fait cette présentation sur un temps long de la Dzonfran pour montrer bien comment en fait, les acteurs africains, à la fin, sur la dernière période, sont quand même les protagonistes de cette politique monétaire. Ils interviennent en des positions assez différentes selon leur position socio-économique.
Enfin, ce n'est pas un ouvrage sur les bilatérales, sur les relations franco-africaines. Là, il y en a d'autres qui le font de manière plus approfondie et de manière spécifique. Donc, c'est un ouvrage qui visait à ouvrir des champs de recherche, à soutenir des nouveaux champs de recherche, à renouveler des champs de recherche sur les diplomaties parlementaires, par exemple, mais aussi à restituer donc, les questions africaines, les États africains, les diplomaties africaines dans les contextes internationaux, tel qu'il est aussi conditionné non seulement par la guerre froide, mais par la mondialisation. Et là, par exemple, j'insiste peut-être un tout petit peu sur la communication, sur la présentation de Lucia Copolaro, qui à la base est un historien économiste, qui s'occupe des relations entre les GATT et l'OMC et l'Union européenne, qui donc a regardé l'évolution des accords entre la CE et l'Union européenne et les pays africains, les pays ACP, donc montre l'importance des archives diplomatiques pour analyser les changements de ces accords, non pas parce que la France est forcément l'acteur politique le plus important, mais effectivement la politique française apporte des pistes de recherche, de réflexion sur l'évolution de ces relations euro-africaines dans un contexte de mondialisation de plus en plus importante, où donc les données changent et les rapports avec l'Afrique évoluent. Merci beaucoup. Je ferai juste un petit écho avec ce qui a été évoqué sur la question par exemple post-coloniale, en vous faisant juste un petit miroir. Il y a l'expo Paris Noir à Beaubourg, où une partie de cette conversation est poursuivie, vue par les différents artistes africains, afro-descendants, afro-caribéens, sur la deuxième moitié du XXe siècle. Il nous reste une dizaine de minutes sous le contrôle sourcilleux de la direction des archives, et donc l'idée c'est qu'à partir de maintenant, nous puissions échanger avec la salle. Je vous demanderai juste, donc on va faire circuler le micro, je vous demanderai juste de vous présenter pour nos intervenants. Hop, allez-y, et après on le repassera derrière. Je vous propose qu'on prenne 3-4 questions à la fois. Ah ben c'est réussi, pardon. Non, c'est pas évident. Parfait. Ah ben voilà. Pierre Jacquot, je suis rédacteur en chef d'Afrique contemporaine, mais je suis surtout... j'ai été 2 fois chef de mission de coopération et 3 fois ambassadeur, et à aucun moment, mais c'était assurément ma faute, m'est venue l'idée de venir à la Courneuve ou d'aller à Nantes pour m'instruire du passé du poste que j'ai occupé. Alors je concède, ceci étant, on ne me l'a jamais proposé non plus. Et quand je suis arrivé par exemple au Cameroun, il y avait une équipe, une jeune archiviste qui a passé près de 12 mois à faire le travail d'archive de la mission de coopération. Je dois dire que je n'ai pas eu le courage non plus de descendre au sous-sol et de voir l'ampleur. Voilà, donc il y a un tout petit problème peut-être de transmission. Surtout que c'était au Quai d'Orsay à l'époque, hein. Voilà. C'était pas à la Courneuve, c'était à côté de la direction africaine et malgache. Simplement se pose le problème de la transmission actuelle de cette information contenue dans les archives pour assurer au moins cette information et assurer une certaine continuité dans notre politique. Merci. Je sollicite les micros, s'il vous plaît. Merci. On parle en continu et ensuite vous répondez, c'est ça. Donc moi je m'appelle Pierre Thénard, je suis administrateur de l'État honoraire depuis le 1er janvier, en fait diplomate à la retraite. Je fais partie du jury, le nouveau jury INSP Orient, et il se trouve que je m'occupe, c'est ce qu'ils m'ont donné, alors que moi je suis un spécialiste de la zone AEO, mais ils m'ont donné l'Afrique pour la dissertation, bon, très bien, donc j'ai déposé un sujet sur, qui est sorti, c'est public, hein, donc je ne trahis aucun secret, souverainetés africaines et panafricanisme, qui évidemment colle assez bien avec le bouquin, enfin, avec vos recherches quelque part. Comment affirme-t-on une souveraineté naissante? Et donc ma question, parce que je ne vais pas vous embêter avec tout le reste, c'est quand vous faites un travail d'archive, est-ce que, alors je ne sais pas s'il y a un représentant de l'Académie diplomatique ici ou une représentante,
mais est-ce que vous cherchez à l'articuler avec les formations au Quai d'Orsay, avec les recrutements? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que dans tous les déboires que nous essuyons aujourd'hui sur le continent africain, alors on peut parler d'Afrique du Nord, mais surtout en Afrique subsaharienne, on a réussi à recruter beaucoup de néo-diplomates de la diversité, mais on n'y a pas réussi en fait vraiment sur l'Afrique subsaharienne. Et donc j'aimerais bien savoir si au niveau de la direction des archives, alors c'est peut-être pas du ressort des chercheurs qui sont devant nous, mais est-ce qu'il y a une volonté d'articulation? Voilà. Et Jean Mendelssohn doit rajouter quelque chose. Donc, sur ce que tu viens de dire, Jean Mendelssohn, surtout ancien directeur des archives, et un des responsables du déménagement de la Courneuve. Je rebondis un peu sur ce que dit Pierre Jacquemot, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup ressenti en permanence. C'est une remarque qui s'adresse plus au secrétariat général qu'à la direction des archives, et encore moins aux chercheurs et aux archivistes. Il est vrai que j'ai très souvent remarqué qu'il n'y avait pas, y compris dans ma zone principale qui est l'Amérique latine, pas du tout l'Afrique, une sorte de sentiment d'obligation du nouveau chef de poste d'aller voir les archives. C'est quelque chose qui... Alors, je ne sais pas, peut-être que ça a changé depuis l'époque très ancienne, je voulais qu'à la maison, puisque ça fait maintenant beaucoup d'années que je suis à la retraite, mais c'est vrai que je pense qu'il devrait y avoir une sorte de contrainte des ambassadeurs d'aller voir. C'est pas un gros effort. Prendre le métro et aller à la Courneuve, éventuellement à Nantes, c'est plus simple, parce que c'est classé par pays. C'est encore plus facile, et je pense que c'est quelque chose qu'on... Enfin, c'est une pauvreté, parfois, de beaucoup de chefs de poste qui arrivent tout neufs et qui ont à la fois le problème de découvrir leur pays, mais sans avoir la connaissance, même récente, des événements. Voilà, c'est ce que la remarque de Pierre Jacquemot me suscitait. Merci. Bonsoir à tous, je suis Roger Huneau, je suis doctorant et adhère au laboratoire des Africains du monde de Sciences Po Bordeaux. Ma question s'adresse plus aux auteurs et aux autrices de l'ouvrage. J'ai essayé de regarder qu'il y avait des profils divers, à la fois des archivistes, à la fois des historiens, des politistes, et je me suis demandé en termes de méthodologie, comment vous avez fait en fait pour écrire en fait ensemble un ouvrage, coordonner un ouvrage avec des profils autant diversifiés. Est-ce que vous aviez le même regard sur les archives et comment vous avez fait en fait pour vous en sortir pour concevoir cet ouvrage? Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Je vous proposerai qu'on fasse d'abord répondre les historiens et archivistes et puis on clôturera avec Nicolas Chibaev. Une dernière question? Non? Alors sur ce dernier point de M. Oyon, je vous propose de répondre. Agnès? Ah oui, le micro arrive. Je sais pas si ça marche. Bien sûr, l'écriture de l'ouvrage, les choses se sont très bien passées. On a vraiment travaillé, je pense, de ça. Bon, je pense que l'objectif était clair dès le départ, cette volonté de travailler ensemble, de dialoguer, chacun apportant sa connaissance, donc la connaissance nous archivistes, la connaissance des fonds tels que nous pouvons l'avoir au travers du travail de classement, les introductions également que l'on rédige, souvent qu'on regrette qu'on ne soit pas suffisamment lu, parce que c'est là où on va effectivement tirer un certain nombre d'enseignements au travers du classement. Ça permet de mieux approcher justement le fonctionnement de l'administration qui a produit les archives. Voilà, donc voilà, donc pour nous, les choses étaient assez simples à faire. Et après, par contre, effectivement, laisser la parole aux historiens pour aller plus loin dans l'étude et surtout dans le croisement des sources et dans leur critique. Juste avant de passer à la parole à Léa, évidemment, épistémologiquement et méthodologiquement, il va y avoir des biais, disons techniques ou méthodologiques entre le politiste, l'anthropo. En revanche, on considère que depuis les années 2000-2010, il y a quand même ce qu'on appelle le tournant archivistique, où l'archive est un peu sortie des mains de l'historien, un peu en exploitation, pour devenir un objet extrêmement concurrent.
Et on se retrouve, il y a encore 15 ans, on aurait fait ce colloque, je suis sûr qu'il y aurait eu quasi que des historiens. Et on aurait pu les citer avant même de monter ce colloque. Il y a aujourd'hui quand même une réflexion épistémologique sur qu'est-ce que par l'archive on peut comprendre, pas simplement de ce qu'il dit, du contexte de production, des biais que ça porte, de ce qu'on cherche, etc., qui ont largement, c'est les travaux d'Anne-Laura Stoller, qui ont largement été ouverts par l'anthropologie, et puis qui désormais sont extrêmement démultipliés, et même, je dirais, moi j'inviterais les archives à revenir encore plus, les historiens à revenir encore plus aux archives, parce qu'aujourd'hui, le public, le lectorat n'est pas immédiatement composé d'historiens dans les salles d'archives. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Les archives comme objet culturel et ainsi de suite, et tous les publics qui peuvent l'utiliser et l'exploiter. Or, très concrètement, pour cet ouvrage, comme je dis, on avait une intention très immédiate qui était celle de présenter les fonds, celle de montrer quel était l'état des fonds. Donc, on a intégré, je ne sais pas si vous avez vu l'ouvrage, la première partie de l'ouvrage donc, porte sur cette présentation des fonds qui a été préparée, évidemment relue par nous tous sur la présentation des différents fonds et de comment ces fonds peuvent être exploités en soutien à différents champs de recherche. Ensuite, il y a une deuxième partie une deuxième partie de l'ouvrage qui porte un peu plus sur les archives, sur les rôles que jouent les archives quand on essaie de faire de l'histoire. Et pour le reste des articles, l'objectif était aussi de montrer comment les archives diplomatiques devaient entrer en dialogue avec d'autres sources d'archives, que ce soit sur le plan des relations bilatérales franco-togolaises, par exemple, il y a l'article de Pauline Charbonnier qui fait très bien dialoguer les archives nationales, les archives de la défense et les archives diplomatiques, ou que ce soit sur un plan plus large des diplomaties parlementaires gabonaises ou sinon des Afrique en fait, des politiques de coopération au développement de la CEE pendant les années 60. Là, il y a un article de Véronique Dimier qui valorise ces sketchs qui étaient faits donc, par les fonctionnaires de la DG8, la DG en charge de la coopération au développement, utilisant en support aussi les archives diplomatiques françaises. Nicolas, peut-être pour la question, Nicolas. Oui. Merci. En deux mots, sur la question, je ne m'attarderai pas sur la question de l'usage par les diplomates, avant de partir en poste, de venir ou pas à la Courneuve ou à Nantes. Certains le font. Et sur le fond, je pense que ce qui est important, on a parlé de l'Académie diplomatique et consulaire, qui est une institution récente, et là, à coup sûr, nous avons d'ores et déjà mis en place des liens partenariaux avec l'Académie, notamment pour intégrer les sources offertes par les archives dans un certain nombre de cursus ou de temps de formation de l'Académie, dans également la sensibilisation, là ça vaut pour tous les diplomates, les primo-partants, les stages de numéro 2, il est essentiel de rétablir, et nous le faisons avec Didier Lebray, partout, des modules qui permettent aux diplomates de comprendre comment on a accès aux archives, ceux qui peuvent en retirer. Donc ça donne l'espoir que dans quelques années, ceux qui partiront en poste, y compris quand ils seront nommés ambassadeurs, eh bien, ils auront le réflexe d'aller aux archives, comme le font certains d'entre eux, et pas seulement, on évoquait notre ambassadeur à Téhéran, qui a l'heure d'être archiviste, aussi archiviste paléographe, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas, et qui sont venus à la Courneuve, et qui en ont toujours tiré un immense profit. C'est eux qui me l'ont dit, c'est pas moi. Voilà. Alors, je pense que si on considère qu'on est dans... Voilà, on est pile dans les temps. On est pile dans les temps. Alors maintenant, je vais me lever peut-être. Voilà, passer à la séquence suivante.
Donc je voudrais d'abord vous dire, vous la voyez, l'ouvrage est là. Il est, je crois que Antoine d'Horizon du CTHS est avec nous, donc vous pourrez acquérir l'ouvrage auprès de lui. Je voulais saisir aussi cette occasion pour rendre hommage à cette coopération de longue date avec le CTHS, mais qui a reçu une nouvelle impulsion. On le voit notamment à travers la maquette. C'est le 30e volume publié dans cette collection Diplomatie Histoire, et je crois que c'est le 6e avec cette maquette. Le premier avait été un ouvrage aussi collectif, publié en plein Covid, consacré à Léon Bourgeois, et donc sous la direction de Maurice Weiss, ici présent. Et je crois vraiment que cette collection est voilà, dans sa nouvelle présentation, est quelque chose une de nos priorités dans la politique éditoriale mise en place maintenant avec le comité éditorial dans le cadre du groupe Paulette Engendron. Donc je vous invite à vous saisir de cet ouvrage, à le regarder, et s'il vous intéresse, évidemment à l'acquérir. Et puis maintenant, il me reste simplement à vous convier à échanger donc avec les auteurs, avec également Jean-Pierre Batte, que je remercie véritablement de son animation. Ça a beaucoup apporté, je crois, à l'interactivité de cette séance. Et autour d'un verre, je crois qu'il faudra que l'on replie les chaises pliantes qui sont là pour que vous puissiez confortablement discuter et boire le verre de l'amitié avec nous. Donc merci infiniment d'être venu et d'avoir participé à cette présentation.